Vous avez eu beaucoup de chance dans votre carrière. Ouais, j'ai eu la chance d'exercer un métier épanouissant, passionnant, ça c'est vrai. J'ai eu la chance que ça se soit vu au moment où il n'y avait personne. J'étais le seul commentateur radio dans la ville. J'ai eu la chance que Radio France s'installe à Montpellier et me propose de collaborer. J'étais parti pour quelques mois, j'y suis resté 34 ans et demi. Oui, beaucoup de choses. En Occitanie, Philippe Serres est une véritable figure. Pendant 34 ans, il a fait vibrer les auditeurs de France Bleu Héros en commentant les rencontres sportives avant de poursuivre l'aventure pendant 6 années supplémentaires sur Internet au service du Montpellier Héros Sport Club, le MHSC. Son secret ? Une proximité unique avec les supporters, les joueurs et les auditeurs, nourrie par un style inimitable. Des envolées passionnées et des expressions bien à lui, toujours dans le respect de la vérité du terrain. Pour de nombreux fidèles, il reste tout simplement Sersou. Aujourd'hui, s'il a raccroché le micro, Philippe ne quitte pas vraiment la scène. Il transmet encore cette flamme, faite d'amitié sincère, de confiance partagée et d'un amour profond pour le sport et les gens. Une histoire de cœur, avant tout. Je suis né à Montpellier, à la clinique Saint-Roch, et je suis un enfant de la rue Tourbuffel, c'est-à-dire au tout haut sommet de l'avenue de Lodève, pas très loin du quartier Astruc. Voilà où j'ai passé l'essentiel de mon enfance, 18 ans pour tout dire. Et je suis le deuxième d'une famille de 3 garçons, et moi-même j'ai donné naissance à 3 garçons. Nous sommes donc dans la famille chromosomiquement mâle. Je n'ai jamais quitté Montpellier. Durant tout mon parcours d'écolier jusqu'à mon parcours professionnel, j'ai eu cette chance en fait, parce que c'en est une véritablement. Elle est double d'ailleurs. C'est de vivre chez soi dans un cadre qui est quand même assez avantageux, assez agréable. On a pratiquement 250 jours de soleil par an. Et puis parce que j'ai eu cette chance inestimable également de tracer un parcours professionnel dans un métier qui était extrêmement épanouissant, un métier qui plaisait. Vous savez, quand on se lève tous les matins pour aller travailler en se disant qu'on aime ce qu'on fait, c'est du luxe. Alors mon prénom c'est Philippe, mon nom c'est Serres. J'ai 64 ans, je suis né sous le signe des étoiles un 14 juillet 1961. Et mon métier, jusqu'à peu, a été commentateur sportif, sur la radio d'abord, et puis sur le net après. Alors mon parcours scolaire, donc j'ai, comme beaucoup d'élèves de ma génération, suivi toutes ces années de maternelle, de primaire et de lycée. Lycée au terme desquels j'ai obtenu un bac économie et sociale, ce qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il m'attendait professionnellement. Et puis alors je me plais toujours à dire que je suis au fond le meilleur et le plus mauvais exemple tout à la fois, parce que le métier que j'ai exercé, je l'ai appris sur le tas. Je n'ai suivi aucun cursus universitaire, je n'étais pas du tout prédestiné à faire ce métier. D'ailleurs, j'ai un parcours professionnel jusqu'à épouser cette passion pour la radio qui n'a rien à voir avec la radio. J'ai été livreur de fleurs, j'ai travaillé dans une banque, j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai été écaillé dans un restaurant, j'ai vendu de la pub, et puis un jour, cette passion est arrivée tout à fait par hasard, un bienheureux hasard. J'ai eu cette idée de me dire, tiens, il n'y a pour l'instant sur la bande FM aucune radio privée associative qui relaye l'actualité sportive de notre ville. Et Dieu sait qu'elle était très riche à l'époque. Alors j'ai lancé cette idée en me rendant un jour au stade de la Mosson à Montpellier. Alors avec le matériel de l'époque, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, puisque j'avais un magnéto à cassette, et je commentais les matchs à blanc au milieu du public. Et lorsque j'ai vu quelques rictus autour de moi, quelques sourires qui certains allaient même jusqu'à rire par le biais des expressions que j'utilisais, par ma façon de commenter, la passion que je transportais, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui est pas mal, et je fais pas chier les gens autant que je pouvais le craindre. Et voilà comment est née cette passion pour la radio, que j'ai exercée grâce, parce que si je peux me permettre de citer, grâce à certains décideurs de la radio privée dans laquelle je sévissais à l'époque, c'était Radio Aviva, jusqu'au jour où Radio France est arrivé à Montpellier et qu'ils se sont dit, dans l'actualité, il faudra faire peut-être un peu de sport. Est-ce que quelqu'un connaît qui fait du sport ? Et là,
Il y en a un qui a dit « Ah oui, j'en connais un, parce que pour l'instant, c'est le seul. » Et ça a été la chance de ma vie, de rentrer dans les services publics, d'apprendre mon métier sur le tas, de tout apprendre. Et la seule chose que je savais faire, personne ne savait le faire. En revanche, tous les gens qui m'entouraient savaient faire ce que j'ai appris grâce à eux. Mais vous aviez un modèle ? Si vous voulez, un modèle, c'est toujours un aîné. Moi, j'ai beaucoup écouté Roger Coudert à l'époque, qui était un commentateur de rugby, surtout dans l'imaginaire collectif, mais qui a été aussi un commentateur de catch. Il avait cette faconde, il avait cette manière de parler aux gens. Il n'y avait rien de formaté, il n'y avait rien de stylisé à la journaleux, comme on dit. Il parlait tout simplement comme on parle aujourd'hui ensemble. Je me suis aussi inspiré de beaucoup de mes aînés, mais alors des personnes d'un certain âge, que j'allais rencontrer dans les villages et à qui j'expliquais ce que j'allais faire, qui me donnaient des expressions du pays, qui me donnaient des petites formules rigolotes qui seraient comprises par le plus grand nombre, et je collais tout ça à un événement sportif. Et puis surtout ce qui m'a apporté, c'est ce côté mystique, ce côté magnifique de la radio qui consistait à dire mais à qui tu t'adresses ? Combien sont-ils à l'autre bout ? Parler dans le vide et en se disant ils sont peut-être des milliers, ils sont peut-être une dizaine. Voilà, tout ça c'était une magie et j'avais pour but de rendre passionnant un événement. Il était sportif, il aurait pu être culturel et surtout attirer, captiver l'attention des gens pour qui le sport était quelque chose de tout à fait secondaire. Et c'est une façon pour moi de démocratiser cet univers sportif qui était tellement bien représenté à Montpellier et qui était tellement sous-exploité. À vrai dire, pour être tout à fait sincère avec vous, je me prédestinais, en tout cas c'était mon vœu, de devenir un sportif de haut niveau. J'ai bien failli, mais il a manqué cette petite marche de plus pour y parvenir. Alors je me suis dit pourquoi pas me mettre en haut du perchoir et tenter de magnifier les performances des autres. C'était d'une certaine manière les accompagner. Et quelque part, je me disais ça te maintiendra là où tu aurais voulu être, t'y accrocher. J'ai voulu décrire l'effort sportif, la compétition, alors que ce soit un sport collectif ou que ce soit un sport individuel, de manière à magnifier la performance, l'effort du sportif, mais en même temps en faire aussi, parce que pourquoi ne pas le dire, c'est une réalité, en faire aussi un spectacle. Et c'est pas moi qui faisais le spectacle, en tout cas moi, je ne l'ai pas pensé les premières années. Ce sont les sportifs qui faisaient le spectacle et c'est moi qui le relayais. Alors, évidemment, il y a, comment dirais-je, une ligne de conduite qui m'a toujours dirigé dans mon esprit. Et ça, je le tiens de mes aînés encore une fois. Il faut faire des images avec des mots. À partir du moment où vous faites des images avec des mots, que vous utilisez un vocabulaire qui puisse être accessible par tous, eh bien, vous pouvez, à un moment donné, ça a été mon cas, vous rendre compte que de plus en plus de gens t'écoutaient et de plus en plus de gens qui ne connaissaient pas le sport, qui ne s'intéressaient pas au sport t'écoutaient. Parce qu'au-delà de la compétition, de l'esprit sportif, etc., il y avait un spectacle, il y avait un show. Voilà, c'était ça le plus important. Pas rester dans le cadre, dans le format de la compétition, des statistiques, des chiffres, des buts, des essais. Ça aurait rapidement fait chier tout le monde. Parce qu'en fait, on l'a pas encore dit, mais c'est qui Sersou ? Alors Sersou, vous me gênez un peu parce que c'est toujours très difficile de parler de soi. Mais c'est un pseudo, alors vous êtes double ? Oui, alors en fait, j'ai commenté mon premier match le 27 novembre 1984 et j'ai bouclé la boucle le 17 mai de cette année. 40 ans durant lesquels j'ai commenté les exploits et les contre-performances, les joies, les bonheurs, les déceptions, les tristesses, les euphories, enfin tous ces sentiments qui nous animent au quotidien à travers le sport. J'ai commenté les matchs de rugby de Montpellier, les matchs de handball de Montpellier, les matchs de rugby de Béziers, les matchs du volley de l'Argot de Sète. Oui, il m'arrive parfois de me surprendre un peu à l'énoncé de tout ce que j'ai pu faire, mais... Joutes. Les joutes aussi. Je vais vous faire rire. Peut-être, j'ai même fait mieux, puisque j'ai commenté une finale de Coupe d'Europe de ping-pong à la radio. Et j'aime autant vous dire que si vous y réfléchissez 30 secondes, commenter du ping-pong à la radio, c'est pas commode. Mais j'avais commencé au stade de la Mosson et très rapidement, en fait, dans l'imaginaire collectif, je suis devenu la voix de la paillade. Alors, en toute humilité, c'est toujours très épanouissant, c'est toujours très valorisant, c'est toujours un plaisir. Et faire de la fausse modestie est déplacé. Ah, bien sûr, j'étais un petit prince dans la province, parce que là, pour le coup, avec les années, la fidélité, et Sersou, ça a été un diminutif, un appel des supporters de la paillade. Voilà, c'est notre Sersou. D'ailleurs, beaucoup ont toujours pensé que j'étais issu de la paillade. Je suis né dans un quartier pas très loin, mais je ne suis pas un pailladin.
En revanche, pendant toutes ces années, plus de 34 ans à Radio France quand même, j'ai fini par concevoir que, effectivement, j'étais dans la vie des gens. Ils m'ont appelé Sersou. C'est resté. Voilà, j'allais pas dire mon nom de scène, c'est un peu, mais enfin, ça se comprend comme ça. Et puis moi, je vous rappelle, puisque l'occasion m'en est donnée, que moi je suis un enfant du transistor sur le frigo. Quand j'ai commencé la radio, eh bien, il n'y avait que des transistors sur le frigo, des autoradios dans les voitures et des enceintes dans les bars. Il n'y avait pas cette multiplicité de chaînes aujourd'hui, ces moyens de communication aujourd'hui. Et donc, pour le coup, comme j'étais le premier, j'étais le seul, ça a été pour moi un formidable tremplin. Il s'est avéré que dans ma façon de commenter, dans ma manière de parler aux gens, dans ma façon de les faire rire, de dédramatiser les choses, de n'être le reflet que de ce que je vois, parce qu'un match de foot, qu'on le veuille ou non, c'est pas non plus la guerre en Ukraine, hein, c'est quand même qu'un match de ballon. Eh bien, ces gens-là se sont attachés à moi autant que je me suis attaché à eux. On m'a donc appelé Sersou. Et puis, il y a eu un autre diminutif, ça a été Sersouné. Et Sersouné, ça, le seul qui m'ait appelé Sersouné de toute ma carrière, c'est Louis Nicolin. Voilà. Qui est Louis Nicolin ? Alors, Louis Nicolin a été l'emblématique président du club de foot de Montpellier pendant 40 ans. Il a créé ce club en 1974 parce qu'il a fait fusionner son équipe de foot de son entreprise avec l'équipe locale du quartier de la Paillade. Et cette fusion des deux clubs a donné naissance au Montpellier Paillade Sport Club. Et de 1974 jusqu'à la triste année 2017, Louis Nicolin est resté à la tête de ce club emblématique de Montpellier. Alors pourquoi les gens avaient un tel attachement pour cet homme? Déjà, premièrement, parce que c'est quelqu'un qui avait l'entreprise Nicolin ici et qui a fait beaucoup travailler de gens d'ici. C'était un homme extrêmement généreux. Il avait le cœur aussi gros que son ventre. C'était un homme très populaire, un homme très simple. Et Loulou s'était très rapidement attaché à moi autant que je m'étais attaché à lui. Et j'insiste encore une fois parce que j'étais le seul à faire les commentaires à la radio à l'époque. Et donc, il a bien vite compris qu'il y avait peut-être éventuellement une petite plus-value pour son club qu'il voulait à tout prix faire connaître aux quatre coins de la France. Il y est parvenu hiérarchiquement d'année en année. Il est monté jusqu'au top niveau du football. Et je dirais fort modestement que je n'y ai peut-être pas contribué, mais peut-être un peu quand même, parce que il y a eu un réel attachement entre Louis et moi. J'ai toujours dit, j'ai eu la chance d'avoir deux papas, celui qui m'a conçu et celui qui m'a fait. Et je crois que Loulou, qui m'aimait beaucoup, a fait beaucoup pour moi et pour le parcours professionnel que j'ai eu. Lorsqu'il nous a quittés en 2017, ça a été vraiment très triste pour des milliers de gens. Il faut quand même se rendre compte que il y avait tous les employés de la société Nicolin qui étaient descendus. C'était une grande personnalité avec le maire de l'époque, Georges Frêche, bien sûr. Bref, c'était un peu le patriarche du sport montpelliérain et du foot en particulier, bien sûr. Commenter les matchs. Oui. Est-ce que c'est aussi suivre l'entraînement, oui. Les vestiaires? Vous me tendez très aimablement la perche pour déjà vous dire en quelques mots que commenter les matchs, ça paraît pas comme ça, mais ça nécessite quand même de respecter une certaine hygiène de vie. Vous savez, quand vous partez pour 1h30, que vous savez que vous avez le micro ouvert, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il suffit de 5 secondes de silence pour que l'auditeur soit perdu. Parce que 5 secondes de silence, quand vous êtes devant votre écran de télévision, ça n'est pas grave. Mais 5 secondes de silence, si vous écoutez quelqu'un, ça c'est déjà incroyablement plus long. Alors il y a une hygiène de vie à respecter, c'est-à-dire qu'il faut être bien reposé, il faut faire attention à sa voix, parce que ma gorge et ma voix, ça a quand même été 40 ans de ma vie, mon fonds de commerce. Voilà. Et puis après, effectivement, pour commenter une épreuve sportive, il faut la comprendre. Et donc moi, fort humblement, à part le football, même si je suis né ici, j'ai vu des matchs de rugby, je ne connaissais absolument aucune règle. Il y a eu le handball plus tard, je ne connaissais rien des règles. Il y a eu le volleyball, encore moins, ne parlons pas des joutes. Je ne connaissais rien, mais je suis intimement convaincu, voyez-vous, que c'est justement parce que je n'y connaissais rien que j'ai captivé l'attention des gens. Je crois qu'une des raisons de l'attachement des gens pour moi, ça aurait été ça justement. C'est-à-dire de trouver les bons mots qui soient compréhensibles immédiatement et pas tomber dans le panneau de faire de l'ultra technique avec un vocabulaire hyper spécialisé. Il faut faire vivre les gens quand ils t'écoutent. Et pour ça, il faut non seulement comprendre le sport. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché des sportifs. Je me suis présenté, j'aurais dit écoutez, je n'y connais rien. Mais je ne suis pas là pour comprendre pourquoi vous passez la balle à gauche ou la balle à droite. Non, je veux comprendre pourquoi, parce qu'elle va à gauche, ce sera mieux qu'à droite. Après, c'est mon business.
Et le business, c'était de raconter avec des mots simples exactement ce qui se passait. Alors, je parlais avec les sportifs et je me suis même entraîné avec eux. Ça, c'était la meilleure façon de comprendre, c'était la meilleure façon de s'imprégner de ce dont j'allais parler. Alors, je me suis entraîné avec les handballeurs, je me suis entraîné avec les rugbymen, avec les volleyeurs, j'ai essayé de comprendre à proximité. Parce que j'ai eu cette chance, moi, de démarrer dans le métier du temps où on était très proche des sportifs. On pouvait rentrer dans les vestiaires. C'était du temps où, quand on tendait notre micro, le sportif venait tout juste d'avoir le temps de récupérer. Il parlait plus souvent avec son ventre qu'avec sa tête. Et ça, c'était quelque chose de beaucoup plus vrai comme propos. Donc, oui, ça m'a énormément aidé. A contrario des jours d'aujourd'hui où toutes les conférences de presse sont formatées, on connaît les questions d'avance et les réponses encore plus. Là, plus rien ne transpire aujourd'hui, si j'ose dire. Voilà. La seule chose qui restait, c'était de bien se marrer en partageant ensemble une passion. Et ça, vous pouvez le coller au cinéma, à la culture, à la chanson. Moi, c'était le sport, point. Quand vous commentez, c'est comme si vous étiez sur le terrain ? Un peu, oui. Et je crois que c'est ça qui marche. Je vais vous prendre un exemple très bref. Vous comprenez, si au micro vous dites Dupont passe à Durand, Durand passe à Martin, Martin reprend le ballon de la tête, la balle est passée au-dessus. Là vous avez l'info brute, mais vous allez, je vous le garantis, faire chier tout le monde au bout de 5 minutes. Maintenant, si vous dites Martin a le ballon, vous voyez, ça fait plaisir de voir que Martin a le ballon parce qu'on se demandait où il était passé. Il va donc donner à Durand, dont la qualité première n'est pas celle d'être un bon centreur, mais sait-on jamais, au stade où nous en sommes, peut-être qu'une fois dans sa vie, il va centrer le ballon au bon endroit. Le ballon est récupéré de la tête par Lefebvre, qui le ballon est passé au-dessus. Alors là, vous me permettez d'interrompre 30 secondes mon commentaire. Je voudrais m'adresser personnellement aux habitants de Juvignac, parce que si certains voyaient de leur balcon voir passer un ballon dans la rue, qu'ils aient la gentillesse de nous le ramener, c'est celui du match. Vous avez eu la même info, seulement moi je vous regarde et vous venez de sourire, sans rien comprendre au foot. Mais vous avez vu ce ballon rouler dans la rue. Et c'est ça qui compte. Les corners, les hors-jeux, les coups francs, bien sûr que je connais. Mais c'est pas le plus important pour les gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils viennent voir au stade ? Ils viennent voir des buts, ils ont envie de se lever, ils ont envie de communier, ils ont envie de crier, ils ont envie de taper du poing sur la table, ils ont envie de sauter de joie. Eh bien c'est ça qu'il fallait faire à la radio. Il fallait susciter des sentiments aux gens pour qu'ils puissent se dire « Putain, je n'y suis pas, mais avec Sersou, je vois tout ». C'était ça, la magie de la radio. Et je prie le ciel que ça le reste. Votre particularité, c'est aussi d'être toujours positif. Et on l'a bien vu cette année avec la saison. Et c'était très dur. Pour vous de commenter, alors que quand même, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, à partir du moment où l'équipe va bien, à partir du moment où on sent que durant une partie, elle domine, elle est dans le bon timing, ça marche. Mais à ce moment-là, j'adapte mon vocabulaire pour susciter chez les gens qui m'écoutent ce sentiment positif, ce sentiment de joie, ce sentiment d'attente pour ça va bientôt arriver, ça va être génial, ça va être super. En revanche, si l'équipe ne tourne pas, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est menée 2-0, alors là, tu adaptes ton commentaire et là, tu suscites chez les gens un sentiment d'angoisse, de peur, de doute, de rogne, de colère. Il faut toujours faire fonctionner le palpitant chez les gens de manière à ce qu'il soit participatif. Vous comprenez ? C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a des émissions qui sont des émissions thématiques et des émissions qui ne le sont pas. Bon, à partant de là, si moi je rentre chez moi, que je mets la radio, je mets la musique, je mets Clapas, eh bien la musique va m'accompagner, la musique va devenir un meuble, une pièce supplémentaire dans mon habitat. En revanche, quand on écoute Sersou, et plus généralement les commentateurs sportifs, là, c'est thématique. Et là, l'auditeur, il doit être actif. Si l'auditeur, il attend qu'il y ait un but et qu'il s'émeut de rien et que rien ne transpire, on passe à côté du sujet. Il faut captiver. Je ne sais combien de gens j'ai pu rencontrer durant ma carrière qui m'ont dit « Écoute-moi Sersou, tu sais, moi, le foot, j'adore. Ma compagne, malheureusement, n'aime pas. Seulement voilà, tu l'as fait tellement marrer qu'elle est devenue passionnée de la paillade. Paris gagné, parce que c'est ça le plus important. » Des conseils à donner ? Pour faire le métier que j'ai exercé, il faudrait déjà avoir la chance que j'ai eue, encore que ça n'est peut-être pas aussi nécessaire que ça l'était de mon temps. Plus généralement, partir de l'idée qu'on fait toujours très bien ce qu'on aime bien faire. Et à partir du moment où des personnes seraient passionnées pour exercer un métier comme celui-là, alors il faut déjà, bien sûr, avoir
certaine aptitude à la parole. Il faut faire très attention parce que moi je suis très pointilleux là-dessus. Ça m'hérisse le poil quand j'entends les jeunes commentateurs d'aujourd'hui qui font 2-3 fautes de français toutes les minutes. Moi je suis extrêmement pointu. Les conjugaisons c'est important, les liaisons c'est important. Il faut bien parler, il faut parler parfois même de manière popue, de manière libre, mais bien parler. Avoir ce sens du rythme, ce sens de l'observation, la curiosité, et puis s'exercer, c'est-à-dire partir comme je suis parti, même à blanc, dans son coin, commenter un match pour voir si on est capable. Parce que c'est pas tout d'aimer un métier. Hein. Il faut être capable. Et techniquement, il faut avoir une aptitude quand même à parler 1h30 sans s'arrêter. Hein. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Mais je le répète encore une fois, c'est un métier passion. Et si la passion est là, c'est un grand pas de fait au-delà des cursus universitaires, professionnels et autres diplômes. Est-ce que parfois vous commentiez des matchs et vous n'étiez pas dedans ? On peut pas être à côté d'un match, on peut pas faire ça par défaut. On peut pas arriver, prendre le micro, s'adresser à qui, à combien, où sont-ils, comment vont-ils réagir. Et moi, je m'en suis d'autant plus rendu compte, cher ami, le jour où j'ai quitté la radio pour continuer mon métier sur le net au club. C'était la première fois de ma vie que j'avais devant moi un écran. J'ai considérablement rajeuni mon auditoire, parce que les PC, les portables, les téléphones, les trucs comme ça, on peut écouter Serge partout, on peut le voir, c'est rigolo, mais surtout, le net est interactif. C'est-à-dire que moi, quand je commentais les matchs, ces 6 dernières années, je voyais les messages défiler. Allez Sersou, bonjour Sersou, vive la paillée des machins. Supporters de Montpellier, exilés, bonjour de Yaoundé, bonjour de Québec, bonjour de Bruxelles. Pour moi, c'était quelque chose de fantastiquissime. J'ai passé 35 ans dans le noir, à pas savoir à qui je parlais. Et là, voir ça, j'en ai presque oublié la question. Hein. Est-ce que vous avez des regrets ? Des regrets. Honnêtement, si c'était à refaire, je ferais exactement ce qui s'est passé. Je n'ai professionnellement aucun regret. Aucun. Désespoir ? Espoir ? Ah, désespoir, un espoir. Ah ben, un espoir, c'est que je reste un peu dans la mémoire collective. Cet espoir, c'est que je puisse, jusqu'à mon dernier souffle, encore faire battre mon cœur proche de cette seconde famille, qui est la famille du sport montpelliérain dans son ensemble, parce que, mine de rien, si je suis la voix de la paillade et du foot, mine de rien, j'ai eu des aventures humaines exceptionnelles avec les handballeurs montpelliérains. J'ai vécu des moments d'une intensité formidable avec les rugbymen montpelliérains. J'ai fait des campagnes européennes avec les volleyeurs de l'Arago de Sète. Il y avait véritablement une connexion entre eux et moi, parce que Sersou, c'était pas un commentateur banal. Sersou, c'était quelqu'un qui, racontait ce qu'on était en train de vivre. Je racontais pas un match, je racontais ce que les sportifs vivaient. Je le sentais. Et l'espoir, c'est que je reste encore un peu. Mais vous savez, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, on le dit. Le temps ne jouera pas pour moi. Mais j'ai pris la décision d'arrêter. C'est moi qui l'ai prise. Mais je peux pas me passer du stade de la Mosson, je peux pas me passer d'aller les voir. Et encore samedi, quand oh Sersou, tu nous manques, oh Sersou, vraiment, maman, on va se faire chier quand l'équipe jouera à l'extérieur, il y aura personne pour nous raconter. Bon, mais ça, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui te fait te dire, t'as quand même pas raté ta vie, quoi. Je veux que ça dure un peu, dans le cœur des gens. Et alors des projets ? Je vais passer une licence de pêche à la dorade avec une spécialité vélo VTC. Pour être plus précis, je me suis mis au vélo. Alors je me suis mis au vélo pourquoi ? Bon, déjà à 64 balais, j'ai pas envie que le moteur rouille trop tôt. La marche, j'aime bien. Je marche beaucoup, mais je m'emmerde à la marche au bout d'un kilomètre. Et la course à pied, pour moi, c'est douloureux. J'ai des chevilles en cristal et des genoux en carton. Donc je fais beaucoup de vélo. Je suis ombilicalement lié à la mer. Alors pas spécialement pour pêcher, il m'arrive souvent de marcher au bord de l'eau. Ça, j'ai un besoin viscéral de ça. D'ailleurs, je vis à Palavas-les-Flots et c'est indispensable pour moi. Et puis après, je sais pas. Depuis le 17 mai de cette année, je suis donc à la retraite. Et vous savez, le premier symptôme, c'est quand vous vous posez 4 fois la question de la semaine, mais quel jour on est ? T'es plus attendu, tu reçois plus de coups de fil, tu te dis, si tu reçois plus de coups de fil, il faut que tu ailles à la paillade, comme ça tu reverras tous tes amis. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer, non. Alors c'est quoi comme vélo ?
Ah, c'est un VTC, alors j'ai eu ça pour mon... Mais il est électrique ou non, il est... non, ça sert à rien. Maintenant. Non, ouais, c'est vrai. Non, j'ai pas voulu. Ma famille a eu la gentillesse de m'offrir un VTC comme je le voulais, un vrai vélo avec des petites vitesses, avec des trucs comme ça. Oui, parce que je veux joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est faire de l'exercice physique, et l'agréable, c'est me promener. D'ailleurs, je fais souvent Palavas-Montpellier, je passe souvent là en vélo. Moi, je veux faire du sport, je veux me maintenir en forme, je vais m'occuper, je l'espère, encore longtemps de mes enfants. Parce que j'ai remis le couvert un peu tard, il faut dire que mes 2 aînés sont pratiquement trentenaires. Le 3e, il a 16 ans et demi. Donc j'aurai plein de choses à vivre avec lui encore, je l'espère, et surtout, ça j'en suis sûr, plein de choses à lui raconter. Donc je n'appréhende pas négativement la retraite. Alors en plus, parce que je continue à faire des visites du stade, donc j'ai toujours un pied et un orteil dans la vie du club. Ça me régale. Et puis quand tu arrives au stade de la Mosson, que tu as 40 personnes devant toi et que tu vas leur raconter plein d'anecdotes, comment est monté ceci, comment s'est passé cela, waouh, tu y es encore, quoi. Et ça me maintient un peu, j'allais pas dire en vie, mais ça me maintient un peu dans cette existence passionnante et passionnée qui a été la mienne. Et après, j'ai des passions aussi. J'adore le monde de la viticulture. J'adore les viticulteurs. J'aime bien le vin avec modération, évidemment. Je saurais m'occuper. Ouais, vous n'êtes pas perdu. Non, il y a une seule chose qui me perdrait volontiers et facilement, c'est si je me penchais trop sur l'idée de la mort. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. J'ai pas peur de la mort, mais j'aime pas la mort. Comme d'ailleurs, j'ai horreur du passé. On a passé tout cet entretien à se rappeler ce qu'il s'est passé hier, mais plus généralement, j'ai horreur du passé. Il m'est arrivé de revenir dans mes quartiers d'enfance, ça m'a bouleversé, je n'ai qu'une envie, c'est d'en repartir. Non pas que j'y ai vécu des moments pénibles, loin de là, mais le passé, c'est le passé. Il n'y a que le présent qui m'intéresse, et le futur, je ne peux pas en parler, parce qu'en parler, c'est déjà être au passé. Donc, non, il n'y a que le présent. Alors je sais, ça peut paraître banal, mais c'est terriblement vrai pour quelqu'un qui a eu 2 cancers quand même. 2 cancers survivants, C'est bien. Oui. Le premier, c'était dur. Ça a duré 10 mois. Là, tu sens que tu as un pied dans la falaise, là. Mais, formidable équipe médicale, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fantastique. Et entre autres, Loulou qui me sort, parce qu'il me téléphonait, Louis Nicolet me téléphonait tous les mois, pendant le traitement. Et Louis me prend au téléphone et il me dit « Allô Cersounet, c'est ton président ». Ça, c'était très affectif parce que quand ça m'est arrivé, j'étais encore à Radio France. Donc lui, il considérait que j'étais son employé, tellement on s'aimait. Et il me sort cette phrase légendaire qui est 4 fois plus efficace que la moindre des chimieux. Il me dit « Mon petit Cersounet, tu vas pas me laisser tomber maintenant qu'on joue bien ». Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Oh, j'en ai presque... Bon, bref, je suis un émotif, moi. C'est lui qui vous a laissé tomber, qui nous a laissé tomber. Ouais, enfin, belle mort quand même, hein. Au resto, hein. À Nîmes en plus. Vous vous rendez compte? C'est la vie. On y passera tous, hein. Mais quel choc ça a été, quand on y pense. Quel choc ça a été. Bref, tout ça pour dire que rien n'est plus important pour moi que le présent. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais... Après l'interview, évidemment. Je vais faire quelques courses, je vais regagner mon domicile, je vais regarder la mer, je vais faire comme les jeunes merdeux d'aujourd'hui, certainement me mettre devant un petit jeu vidéo pendant une petite heure. Ce soir, je mange chez mon frère, et d'ailleurs, qui a fêté son anniversaire cet été, et à qui on a offert énormément de bouteilles de vin, et il m'a invité, pas franchement pour me voir, parce qu'il se fout de son frère. Non, je plaisante. Mais c'est surtout parce qu'il m'a dit, tu regarderas toutes les bouteilles que j'ai pour que tu me dises avec un scotch Brit dessus exactement avec quoi je dois les boire. Voilà ma journée. Il y a pire, hein? Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi. Moi aussi. C'est jamais très facile de parler de soi, mais c'est quelque part un plaisir que de, à nouveau, partager, ça c'est un mot qui est un des mots de base de mon vocabulaire, partager, des moments de plaisir, de plénitude, de joie, et tu m'en as donné l'occasion, merci. Dans la partie 2, ne manquez pas la visite du stade de la Mosson, alias La Paillade, guidé par notre irrésistible conteur. Un one-man show savoureux, tissé de 40 années d'anecdotes et de passion. C'était Ma vie en rose.
Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.